Concernant le Maroc et le Sahara occidental, qui est donc la véritable pompe de discorde, les autorités algériennes ne disent pas toute la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ne se sont pas parlé depuis le début de cette crise. Le pouvoir algérien, il cherche à convaincre ou à persuader ou à contraindre Emmanuel Macron et l'État français à revoir sa position dans le délicat dossier du Sahara occidental. Le problème, il a commencé par ça et que le problème bloque à cause de ça. En réalité, Emmanuel Macron a envoyé un message, a dépêché des intermédiaires et Emmanuel Macron a envoyé des messages clairs, nets et précis à Abdelmadjid Tebboune. Que la France ne renoncera plus et ne renoncera pas, elle ne pourra pas et elle ne pourrait pas renoncer à sa position favorable à l'égard de la souveraineté du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Emmanuel Macron ne va pas, ne pourra pas et ne peut pas renoncer ou faire marche arrière concernant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On ne sera jamais d'accord sur le sujet du Sahara occidental, on ne sera jamais d'accord sur le sujet du Maroc, c'est pas grave, mais on doit normaliser nos relations. Elle a calculé ses intérêts et elle a compris que ses intérêts économiques, sécuritaires, géopolitiques sont dans un Sahara marocain. Concernant le Maroc et le Sahara occidental, qui est donc la véritable pompe de discorde, les autorités algériennes ne disent pas toute la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il y a eu des canaux que les deux présidents ne se parlent plus officiellement directement. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ne se sont pas parlé depuis le début de cette crise. Depuis juillet 2024, il n'y a pas eu de contact direct. Mais il y a eu des contacts indirects. Notamment depuis début de l'année 2025. Et lorsque la crise s'est aggravée entre les deux pays, puisqu'elle a pris de nouvelles dimensions, la droite française, certains dirigeants français, certains cercles politiques français ont utilisé le conflit diplomatique avec l'Algérie et la France pour remettre sur la table plusieurs sujets de dissension et le pouvoir algérien a utilisé d'autres leviers de pression sur la France qui sont notamment les laissez-passer consulaires, les procédures d'expulsion de migrants algériens dangereux, la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine pour exercer des pressions et pour essayer de déstabiliser la France et l'obliger à revenir à une position plus favorable aux intérêts algériens. Parce que qu'est-ce qui est demandé de la part de l'Algérie cherche quoi dans cette crise? On ne dit pas la vérité aux Algériens. L'Algérie, elle ne cherche pas à est-ce que Bruno Retailleau quitte le gouvernement? Est-ce que la droite et l'extrême droite n'arrivent pas au pouvoir? Est-ce que les Algériens et les Algériens de France soient mieux respectés, mieux considérés? Non. Le pouvoir algérien, il cherche à convaincre ou à persuader ou à contraindre Emmanuel Macron et l'État français à revoir sa position dans le délicat dossier du Sahara occidental. C'est ça le problème du pouvoir algérien. Si la France demain revoit sa copie et remet en cause sa souveraineté, ou la reconnaissance plutôt, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la crise entre Alger et Paris va disparaître. Elle sera un chapitre clos et les relations vont se remettre en place. Il faut dire la vérité. Que le problème il a commencé par ça et que le problème bloque à cause de ça. Le problème algéro-français. La crise a commencé par ça, elle bloque à cause de ça. Sauf que, qu'est-ce qui énerve le plus le pouvoir algérien? Et qu'est-ce qui énerve le plus les dirigeants algériens? Et ça on ne le dit pas. Malheureusement, il n'y a pas de presse libre et indépendante, il n'y a pas de personnes qui sont excellentes, vraiment sourcées, qui ont des contacts, etc. Et puis, il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie. Donc, on se contente de s'aligner ou de reproduire uniquement le discours dominant véhiculé par les médias officiels ou le gouvernement algérien ou ses institutions. En réalité, Emmanuel Macron a envoyé un message, a dépêché des intermédiaires, il y a des intermédiaires, des canaux, vous savez, entre les deux pays. Ce sont des réseaux informels qui permettent à l'État, à la France et à l'Algérie d'échanger sur certains sujets sensibles. C'est quoi un réseau informel? C'est des lobbyistes, ou c'est des diplomates qui sont à la retraite, qui n'ont plus de fonction officielle, ou c'est des hommes d'affaires qui ont des marchés, qui ont des intérêts en Algérie et en France, ou c'est des anciens dirigeants politiques qui ont des amis en Algérie et en France, ou c'est des anciens officiers des services secrets qui sont à la retraite, qui n'ont plus de fonction officielle, mais qui ont un carnet d'adresse dans les deux pays, et ces personnes jouent le rôle d'intermédiaires.
C'est-à-dire qu'ils voyagent entre Alger et Paris, ils rencontrent l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune, ils rencontrent l'entourage de Emmanuel Macron, ils transmettent des messages, ils jouent le rôle de messager entre les deux pays, ils essayent donc de maintenir un contact indirect, mais il est là, le contact existe, on les appelle les réseaux informels. Ça peut être des religieux, ça peut être des intellectuels, ça peut être c'est souvent des hommes d'affaires, des anciens diplomates à la retraite ou des anciens des services secrets à la retraite. C'est souvent ça. Alors le canal indirect. Ce canal indirect a été activé entre Alger et Paris. Il a été activé, ou on ne peut pas dire réactivé, même s'il n'a jamais été désactivé. Parce que les contacts indirects seraient les réseaux informels, les réseaux de lobbying, de lobbying entre Alger et Paris n'ont jamais été désactivés. Ils s'opèrent toujours. Notamment, les liens entre l'entourage de Tebboune et l'entourage de Macron n'ont jamais été interrompus. Mais aux dernières nouvelles, il y a eu des messages qui ont été transmis. Et Emmanuel Macron a envoyé des messages clairs, nets et précis à Abdelmadjid Tebboune. Emmanuel Macron veut des négociations avec Tebboune, veut renégocier avec l'Algérie, veut ramener la paix entre les deux pays, veut rétablir la normalisation, veut normaliser ou rétablir la normalisation des relations avec l'Algérie. Mais il faudra entamer des négociations sur des bases claires, nettes et précises et honnêtes. Parmi ces bases honnêtes que veut instaurer Emmanuel Macron avec le pouvoir algérien est un principe que les dirigeants algériens ont du mal encore à accepter jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi ce principe? C'est qu'Emmanuel Macron a expliqué, à travers ses canaux informels, à travers ses messagers, qui font les va-et-vient entre Alger et Paris, que la France ne renoncera plus et ne renoncera pas, elle ne pourra pas et elle ne pourrait pas renoncer à sa position favorable à l'égard de la souveraineté du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Ça a été clairement dit. Et c'est pour ça que hier, l'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France. Parce qu'elle a compris que la France va développer davantage ses relations avec le Maroc dans le cadre de la souveraineté. Dans le cadre de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Emmanuel Macron a été clair, fin du mois de février, selon nos investigations, un message est parvenu à Abdelmadjid Tebboune et à son entourage. Emmanuel Macron ne va pas, ne pourra pas et ne peut pas renoncer ou faire marche arrière concernant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il ne pourra pas. Et le message a été envoyé tel que dit le message. D'après nos investigations, c'est simple le message d'Emmanuel Macron. On ne sera jamais d'accord sur le sujet du Sahara occidental. On ne sera jamais d'accord sur le sujet du Maroc. C'est pas grave. Mais on doit normaliser nos relations et continuer à travailler ensemble parce qu'il y a plein de sujets, plein d'autres sujets sur lesquels on sera d'accord. Des sujets de coopération économique, coopération sécuritaire, d'autres sujets de diplomatie internationale et des sujets de l'immigration, d'autres sujets sur lesquels on peut être d'accord. Mais sur le sujet du Maroc et du Sahara occidental, le divorce est consommé. La dissension, le malentendu ne sera pas résolu. Parce que l'Algérie, ce que demande à la France, il est irréaliste, il est surréaliste, il ne se fera jamais. La France ne reviendra pas, ne remettra pas en cause sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pourquoi? Parce que elle a calculé ses intérêts et elle a compris que ses intérêts économiques, sécuritaires, géopolitiques sont dans un Sahara marocain. Ils sont liés à un Sahara marocain. Ils ne sont pas liés à un Sahara occidental indépendant. La France va prendre des marchés avec le Maroc. Elle a pris déjà plus de 10 milliards, pratiquement 10 milliards d'euros lors de la visite d'Emmanuel Macron en fin octobre 2024. Les entreprises françaises vont prendre des marchés au Sahara occidental. Ils vont utiliser le Sahara occidental, permettra aux entreprises françaises de se repositionner sur le marché africain. Sur le plan diplomatique et géopolitique, la France qui est en recul en Afrique, notamment au Sahel, elle a besoin d'une bonne alliance avec le Maroc parce que le Maroc, il est respecté, il est apprécié par les États du Sahel et par les États de l'Afrique de l'Ouest et par plusieurs pays africains. Au moment où la France elle est en recul, elle se fait éjecter, elle est confrontée à une concurrence rude de la part de la Russie, de la Turquie ou de la Chine et des autres puissances émergentes et internationales et mondiales, pour elle, le Maroc lui offre un gilet de sauvetage. Le Maroc pourrait être une alliance diplomatique et politique franco-marocaine. Elle permettrait à la France de préserver son influence menacée et de plus en plus limitée sur les pays africains. Et sur le plan sécuritaire, pour la France, un État, elle est convaincue avec les mutations aujourd'hui depuis le début de la guerre en Ukraine, avec la chute de Bachar al-Assad,
avec la question libyenne qui n'a pas été résolue, avec le phénomène du terrorisme djihadiste qui se développe et qui s'est développé gravement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, la France, elle voit que ces mouvements djihadistes terroristes, si, avec la Russie qui s'est impliquée dans le pays du Sahel, ils peuvent être battus, ils peuvent être exportés vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des pays alliés de la France qui sont restés encore fidèles à leur amitié, à leur partenariat avec la France, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, qui sont menacés par l'exportation sur leur propre territoire de mouvements terroristes armés islamistes. Donc, un Sahara occidental indépendant, très peu peuplé, pas de ressources naturelles pour survivre, il pourrait facilement être recolonisé ou servir de base arrière pour le développement des idées des mouvements djihadistes islamistes. Donc la France, elle a calculé les trois plans, sécuritaire, diplomatique, géopolitique, économique. Elle a compris qu'elle n'avait rien à gagner avec le scénario algérien, avec ce que défend l'Algérie, c'est-à-dire un Sahara occidental indépendant. Donc c'est acté. Les Français et les Espagnols ont calculé, ils n'ont pas reconnu comme ça. Ils sont pas bêtes. Les Espagnols et les Français ne sont pas dit, on se réveille le matin juste pour faire chier l'Algérie, pour emmerder l'Algérie, on va reconnaître la souveraineté du Maroc. Ils ont calculé sur le plan économique. Ils sont gagnants avec le Maroc. Le Maroc abrite des investissements importants, notamment des pays du Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Donc ces investissements, les entreprises françaises et espagnoles peuvent en tirer un avantage important. L'alliance avec Israël et les États-Unis d'Amérique permet au Maroc de pouvoir se protéger militairement et sécuritairement et de bénéficier d'une certaine aura auprès de l'Occident et des bailleurs de fonds internationaux et des alliés de l'Amérique. Donc la France et l'Espagne, ils ont calculé, ils ont bien vu que économiquement, diplomatiquement et sécuritairement, le Sahara marocain, ça les intéresse, ça avantage leurs intérêts. Ils ont vu que le monde était pas sûr, la guerre en Ukraine, la menace terroriste, la menace de l'immigration clandestine, un nouveau pays indépendant au Maghreb, sans ressources et menacé de toutes parts par des puissances mal intentionnées ou des mouvances de terroristes ou des lobbies criminels et de trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes, il n'a aucune chance de survivre. Donc là, les Français et les Espagnols ont pesé le pour et le contre. Ils ont dit économiquement on est mieux gagnant avec le Maroc. Diplomatiquement, on est mieux gagnant parce que le Maroc est en Afrique, même si des fois l'Algérie réussit à le bloquer comme lors des élections de la vice-présidente de la commission, de la vice-présidence de la commission de l'Union africaine, il n'en demeure pas moins que le Maroc, depuis 2017 jusqu'à 2024, il a réalisé une percée importante au sein de l'Union africaine, alors qu'elle a été longtemps absent pendant 3 décennies des instances de l'Union africaine. Mais il est, au sein de l'Afrique de l'Ouest notamment, il est influent. Et avec les pays d'Afrique anglophone, le Maroc est de plus en plus un bon ami. Donc, il y a un fait géopolitique et diplomatique. Les Espagnols et les Français ont calculé. Ils ont vu que leurs intérêts étaient du côté du Maroc. Ils ont dit oui. Ce choix, il est irréversible. À moins qu'il y ait un séisme, à moins que l'Algérie devienne hyper puissante ou dispose de l'arme nucléaire et elle devient le premier PIB du continent africain et elle arrive à créer des marchés communs avec toute l'Afrique subsaharienne et elle arrive à remplacer la Turquie, la Russie sur le continent africain. Ce jour-là, avec les Français et les Espagnols vont se dire, finalement, l'Algérie c'est mieux que le Maroc, on est plus gagnant. Mais les Français et les Espagnols, ils font des choix selon leurs intérêts. Ils font pas des choix selon l'intérêt de l'Algérie. Ils défendent leurs intérêts. Et le message d'Emmanuel Macron, le dernier message de Macron à Abdelmadjid Tebboune était clair. Message transmis de façon indirecte et informelle via des messagers. Informel, par le canal informel et indirect, je précise, a été clair, net et précis. La France ne reviendra pas sur sa position concernant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Maintenant, que doit-on faire? Du côté algérien, il n'y a pas eu de réponse. On a pris acte de ce que dit Macron et pas eu de réponse. Et les Français attendent une réponse de la part de où l'Algérie maintenant normalise ses relations et accepte le principe qu'on n'est pas d'accord sur le sujet du Maroc et du Sahara occidental. On exprimera toujours notre désaccord, mais on va reprendre notre coopération d'autres sujets, ou on va vers une rupture, comme on l'a fait avec l'Espagne. Il y avait une situation de rupture qui a duré 1 année et demie, mais les Espagnols n'ont pas changé de position. Alors, au mois de février, début ce mois de mars, il y avait une réconciliation avec l'Espagne, où Brahim Rad, ministre de l'Intérieur algérien, est parti en Espagne.
Mais il n'y a pas eu, c'était fin février, voilà, fin février, pas début mars, vers le 26 février, euh, vers le 24-25, voilà, 24-25 février 2025. Il y a eu une réconciliation avec l'Espagne, mais l'Espagne n'a pas changé de position à l'égard du Maroc. L'Espagne continue de reconnaître la Marocaine du Sahara occidental, elle continue de vouloir investir au Maroc, elle continue de tisser des liens économiques importants avec le Maroc, elle co-organise avec le Maroc et le Portugal une Coupe du Monde, donc elle n'a pas remis en cause. C'est le même scénario. La France ne va pas revenir en arrière. Parce que ses intérêts, et si les Espagnols ont conservé leur position à l'égard du Maroc, parce qu'ils ont vu ils ont vu que les échanges économiques se sont davantage développés, que les entreprises espagnoles se sont davantage développées, qu'avec le Maroc, l'Espagne va réorganiser une Coupe du Monde. Donc elle est gagnante. C'est la même chose avec la France. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Algérie, dans le camp d'Alger. C'est ça où on devrait nous créer un débat national en Algérie. Que doit-on demander à la France pour normaliser nos relations? Est-ce qu'on doit continuer à compromettre nos relations avec Paris à cause du Sahara occidental et du Maroc? Sachant que, comme dans le cas de l'Espagne, comme dans le cas de beaucoup de pays, la majorité des pays avec lesquels nous avons des bonnes relations ne reconnaissent pas le Sahara occidental. Les pays arabes, il n'y a aucun pays membre de la Ligue arabe qui ne reconnaît le Sahara occidental. Le Qatar, qui est un très bon ami à l'Algérie, il est un soutien pro-marocain total. La Turquie, la même chose. Elle ne soutient en aucun cas l'indépendance du Sahara occidental. Elle est officiellement neutre, mais quelquefois elle a des positions beaucoup plus proches des intérêts marocains que des intérêts algériens. La Turquie vend des armes au Maroc, elle essaie de se rapprocher du Maroc économiquement, etc. Elle n'est pas réellement du côté de l'Algérie. Il n'y a aucun, même la Russie, même la Chine, on sent chez eux des tentations pour soutenir la souveraineté du Maroc. Parce que pour une raison simple, c'est que ces pays-là, comme la Chine, elle a un problème avec Taïwan, elle sait ce que c'est qu'une province séparatiste, elle est confrontée au même problème et elle a envie de la récupérer. Et la Russie, la guerre en Ukraine, la Russie, elle a annexé des légions russophones qui ne leur appartenaient pas sur le plan du droit international, mais elles se sont obligées de le faire pour protéger ses propres intérêts. Et très peu de pays aujourd'hui affichent clairement que le Sahara occidental doit être indépendant. Donc maintenant, Macron a parlé. Il n'a pas parlé officiellement, mais je pense que peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, à un moment donné, la France va le dire. Va le dire à l'Algérie, nous n'allons pas revenir en arrière. Que doit-on faire en Algérie? Est-ce qu'on doit revoir nos relations, aller vers une rupture avec la France à cause du Sahara occidental, ou accepter que la France choisisse, selon ses intérêts, une position qui n'arrange pas peut-être les intérêts de l'Algérie? Même moi, je suis très critique. Pour moi, les intérêts de l'Algérie sont dans un Maghreb commun, uni, etc. Mais je peux comprendre que pour les dirigeants algériens, ils ont fait un engagement et se sont lancés dans un processus où les dirigeants algériens ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ont fait du Sahara occidental une cause sacrée. Tu ne peux pas revenir en arrière 2-3 ans après, tu te dis, ah, c'est pas grave, ok, je peux accepter que beaucoup de pays ne reconnaissent pas l'indépendance du Sahara occidental. On ne peut plus le faire, parce qu'on a sacralisé cette cause. Maintenant, comment préserver la position honorable de l'Algérie sur le Sahara occidental, tout en essayant de se réconcilier ou de maintenir des relations pragmatiques avec des pays importants comme la France qui ont choisi le camp du Maroc. Le régime algérien actuel est dans une posture très délicate et les choix qu'il doit faire seront très controversés. Quel que soit son choix, il sera obligé de faire des concessions. Quelles seront les concessions que les dirigeants algériens seront prêts à les faire pour normaliser leurs relations avec les pays qui ont choisi le camp du Maroc? On l'a vu qu'avec l'Espagne, au bout de 2-3 ans, c'est bon. On a fait le deuil. Les dirigeants algériens ont fait leur deuil, ont compris que l'Espagne restera dans le camp du Maroc. Est-ce qu'il faudra 2 ans ou 3 ans de crise avec la France pour que le deuil des dirigeants algériens soit fait et terminé?